Ça y est, on a débriefé toutes les chansons, ou presque, de cette Eurovision 2024 et dès la semaine prochaine, lundi, retrouvez la table ronde autour de laquelle nous ferons le point avec journalistes et auditeurs de ce qu'on attend du concours qui a lieu dans quelques jours. En attendant, voici la dernière rediffusion qu'on vous propose cette saison. Il s'agit de notre épisode de la saison 1 consacré aux langues autour de l'Eurovision et qui va principalement répondre à cette question qu'on entend très souvent. Pourquoi les pays ne chantent dans leur langue nationale et majoritairement en anglais? Et on va voir surtout si cette a priori est vrai. 12 points, c'est le premier podcast francophone qui décrypte l'Eurovision et on est ravis de pouvoir analyser ce concours sous différents angles. Alors voici cette dernière rediffusion de la saison. Bonne écoute. Finally, our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. Nos 12 points. 12 points. Go to. Go to. Go to. Malta. Estonia. Iceland. L'Ukraine. Espagne. Italy. United Kingdom. Austria. France. Ah, je sais que vous nous avez attendu depuis très longtemps, mais on est de retour. Et cette fois, on est de retour non pas à 3, mais à 4, car pour cet épisode, nous accueillons Monsieur Stéphane Reich. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Merci pour l'invitation, je suis trop content d'être là. Alors Stéphane est enseignant-chercheur à l'université de Paris-Est-Créteil et il va participer à l'épisode de ce jour pour parler ensemble notamment des langues à l'Eurovision, puisque nous avons eu l'occasion de pouvoir participer à un séminaire interlangue à la fac de lettres de Créteil avec Quentin il y a un peu plus d'un mois de cela. Le sujet d'aujourd'hui dans 12 points, ça va être donc les langues. Eh bien écoutez, c'est parti. On y va. On t'a dit de pas crier dans le micro. L'évolution des langues à l'Eurovision. On va commencer par cette première question toute simple que je vous adresse. Pourquoi les pays ne chantent-ils pas dans leur langue aujourd'hui ? C'est bizarre quand même que tu dises ça de but en blanc parce qu'on a quand même la preuve à travers les quelques années qui sont passées de certains pays qui ont complètement chanté dans leur langue. On a Barbara Pravi l'année passée avec Voilà. On a l'Espagne qui chante tout le temps dans sa langue sauf... C'est vrai. Ballet. Ça y est. Dancing in the Rain. Oui, mais bon, c'était clairement. Enfin, la plupart du temps, en fait, si les pays quand même chantent dans leur langue, C'est mieux, c'est un peu mieux, disons. L'année dernière, c'est vrai que ça a été une exception à la règle. Les 5 pays qui sont arrivés sur le top 5 ont chanté dans leur langue nationale, mais ils n'ont pas l'obligation. Il y a quand même beaucoup d'anglais à l'Eurovision, beaucoup de chansons en anglais. Il y a 3 quarts des chansons en anglais. C'est vrai Oui, bien sûr. indépendamment de quelques années ou quelques chansons qui cartonnent un petit peu, quand même, ça a même clairement disparu depuis une vingtaine d'années. Les pays chantent très majoritairement en anglais. Et donc historiquement, 1956, tout le monde chantait dans leur langue. Souviens-toi quand on a analysé cette truc pleine formidable de flanelle. Formidable. Tout le monde chantait dans leur langue. Est-ce que du coup on a obligé un jour les pays à chanter dans leur langue ou ça a été toujours le bordel ? En fait, de 56, donc la première année de l'Eurovision jusqu'en 65, il n'y avait aucune obligation, c'était pas écrit dans le règlement d'obliger les pays à chanter dans leur langue, mais en fait, en pratique, tous les pays chantaient dans leur langue. Et en 65, ils ont commencé à partir de 66 à mettre cette règle dans le règlement parce que tu avais la Suède qui avait un chanteur qui s'était mis à chanter en anglais. Ça avait déclenché une polémique. Donc après, jusqu'en 72, tous les pays sont obligés de chanter dans leur langue nationale. Après, pour certains, c'est plus facile. Quand tu as plusieurs langues nationales officielles, forcément, c'est plus pratique. Mais on est bien content d'écouter du suédois, non ? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus mélodieux à l'oreille. Oh, ça dépend. Quand Carola chante en suédois, c'est pas mal. C'est pas mal. On chante en anglais pour 2 raisons aujourd'hui à l'Eurovision. La première, c'est parce que dans la culture un peu mondiale, l'hégémonie de l'anglais est très présente et c'est une langue qui se chante très facilement et qui s'apprécie quand on l'entend chanter parce qu'elle a beaucoup de diphtongues, beaucoup de voyelles, pas beaucoup de consonnes très fortes. Néanmoins, l'Eurovision, ça pourrait être l'occasion de présenter des nouvelles langues, ou en tout cas d'entendre chanter des nouvelles langues, même si elles peuvent porter préjudice à certains. Honnêtement, personne n'aime l'allemand. On est d'accord, personne n'aime l'allemand chanter. Bon, non, Luftballons, c'est sympa, c'est de l'allemand. Oui, mais c'est la seule, voilà, tu vois, elle date de quand cette chanson ? Il y a 30 ou 40 ans. En fait, la question des langues, c'est aussi musical parce qu'on entend beaucoup de pop. Et la langue de la pop, c'est surtout l'anglais.
Bien sûr, si on chante une balade en portugais, ça peut passer, mais chanter de la pop en portugais, je suis pas sûr que Sobral aurait gagné il y a 4 ans. Non, mais de Enfin, toute je sais pas, façon, vous êtes de d'accord base, Sobral n'a pas gagné. Hein. C'est une hérésie. Vincent vit dans C'est qui Sobral dans une deuxième Mais c'est le existence. portugais malade là, je sais pas quoi, avec son cœur qui fait flap flap, machin, et puis il chouine, ouin 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 ouin, je suis malheureux, ouin ouin, ma mère est morte, enfin c'est bon, on s'en fout quoi. Oui, mais c'est vrai que c'était. C'est vrai qu'il a remporté l'Eurovision il y a quoi? Il y a 3 En 2017. 2017. Contre toute attente à l'époque. Et depuis, il est allé chez le coiffeur. Ah, Première nouvelle. superbe info, merci Stéphane. Non. Du coup, les gens chantent anglais aussi pour se faire comprendre, globalement, parce que ça reste un concours de chant. L'idée, c'est quand même de gagner les votes du public. Si je me fais comprendre dans mes paroles, parce que je vais toucher les autres en chantant en anglais, je vais peut-être plus facilement remporter la mise, mais ça dessert nécessairement toutes les autres langues qui sont moins aptes à être chantées et que ça plaise au public. Moi, je suis pas tant choqué que ça par le fait de l'utilisation de l'anglais à l'Eurovision. Je trouve ça à peu près normal. D'autant plus qu'il y a beaucoup de pays qui font des mix avec leur langue nationale pour la mixer ensuite avec l'anglais. Et finalement, c'est pour toucher le maximum de personnes. Et c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. Non, bien sûr, c'est intéressant. Après, ça dépend de quel anglais tu parles. Est-ce que c'est un anglais globish? Est-ce que c'est l'anglais nickel chrome? Est-ce que c'est l'anglais cliché de la En musique? règle générale, on va pas se mentir, les chansons à l'Eurovision, vole c'est pas haut. love, love, live, life, peace, peace. Exactement, C'est exactement. des mots simples pour raconter des choses simples. Et en Donc, français, finalement, ce ça va, sera quoi. un peu la même chose aussi. Ouais, on va peut-être en parler après. Et voilà, merci, Baguette, Stéphane Bern, enfin que des choses que les gens connaissent à l'international, quoi. J'imagine une chanson sur Stéphane Bern. Mais dans le cadre de la volonté première de l'Eurovision, et peut-être qu'elle a changé depuis aussi, qui est d'ouvrir les peuples européens à la culture de ses voisins, est-ce qu'on ne devrait pas, au contraire, obliger les pays à chanter dans leur langue nationale pour justement contribuer à ça et pas juste voir un énième Starac, par exemple, ou un énième The Voice? Moi, Toucher j'avoue que du je doigt. suis assez favorable. Alors, pas forcément obligation Non, mais totale. ça, Quentin 100%. dit ça parce que c'est un dictateur, hein, c'est tout. C'est vrai. Non, mais c'est important que tu dises ça aussi sur la question de la langue qui représenterait un pays. Et on touche du doigt finalement qu'est-ce que c'est qu'un pays, qu'est-ce que c'est qu'une nation. Et l'identité On va nationale finir qui par est être traité de amenée. wokiste dans ce podcast, mais non, mais il y a un peu de ça aussi. Quelle est la langue qui peut représenter un pays finalement? Est-ce qu'on a le droit de juger de ça? Je sais pas. Mais pour rebondir aussi à ta question Thomas, je trouve que effectivement l'idée première de l'Eurovision, enfin du concours Eurovision, c'était quand même la diversité linguistique, enfin la diversité culturelle et linguistique, qui a été réelle pendant à peu près 20 ans. Et puis une fois qu'on a supprimé cette obligation de chanter dans sa langue nationale, là c'était 90% en anglais, avec des vainqueurs 98% du temps en anglais. Et alors, il y avait des chansons qui pouvaient bien figurer où tu chantais dans ta langue nationale, mais ça devenait pas un tube. Et bizarrement d'ailleurs, l'année où on ouvre pour la première fois la liberté linguistique, Waterloo gagne avec ABBA. Donc, c'est bien qu'il y a quand même un lien. La langue anglaise facilite le succès, facilite justement, comme on l'a dit tout à l'heure, la pop culture et compagnie. Et je trouve que c'est un peu décevant pour un projet qui est quand même culturel et politique à la base, de laisser libre cours en soi-disant cette liberté et donc à l'hégémonie anglaise. Et Ah bah les langues nationales. Mais non, Chantons tous en espéranto. Mais, on est vraiment certain que l'hégémonie de l'anglais elle sert à améliorer les scores. Oui, j'ai des chiffres, monsieur. Ah bon? Oui. Avant de quoi Non, mais Fais-moi après, excuse-moi, t'es hyper réac quand même, Quentin. Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, arrêtons de blâmer l'anglais comme ça. Je veux dire, c'est très bien. C'est très bien, mais laissons faire les gens ce qu'ils veulent, non? Merde! Non. Alors moi, voilà, non, je trouve ça très bien. Et je trouve en plus que, comme je l'ai déjà dit, ce mix de l'anglais et de la langue nationale, favorisons ça si on veut. Et puis sinon, les gens, ils n'ont qu'à chanter en anglais. Enfin voilà, c'est parce que toi, t'es fan de l'Ukraine. Et donc du coup, de base, t'as envie que les gens chantent en tartare, en machin, en truc, en bidule. Enfin moi, le tartare, je le préfère avec des capres. Donc en fait, voilà, on s'en fout. On s'en fout, Quentin. Non, je trouve que justement, tu pointes du doigt une chanteuse qui a gagné récemment, qui ne chante pas en anglais. Enfin, il y avait quand même un refrain et un couplet en anglais, mais une autre partie de la chanson dans sa langue nationale. Je trouve que cette chanson-là, 100% en anglais, donc c'était 1944 sur l'histoire de la déportation des Tatars de Crimée sous Staline. C'est ça, ça raconte ça quand même l'histoire. Ah bon? Ouais, en gros, cette chanson-là en anglais aurait eu un impact émotionnel beaucoup moins fort
qu'avec des chansons, avec des paroles dans sa langue nationale, dans la langue de cette région qui raconte cette histoire. Par contre, je partage un peu ton avis dans le sens, si déjà on faisait du 50-50 obligatoire pour tous les pays, 50% anglais, 50% de sa langue nationale, ce qui se fait à l'Eurovision Junior. À l'Eurovision Junior, c'est du 50-50. Tu es obligé de faire la moitié des paroles dans ta langue nationale et l'autre moitié, tu es libre. Et en fait, ils font tous de l'anglais. Et ben, je trouve ça déjà mieux. Tu vois, je réduis mon intensité de dictateur. Merci. Moi, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a plutôt. Que toi, tu es plutôt pour. Ah, je suis pour les langues nationales. Toi, plutôt contre, parce qu'en fait, l'anglais, c'est cool. Oui. Moi, je m'en fous un peu, en fait. Quand une chanson, j'ai l'impression que quand une chanson est bonne, tu peux la chanter en anglais de toute façon, la plupart du temps, on ne comprend même pas ce qu'ils disent. Ou la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'ils se disent en anglais. Et puis, de toute façon, le texte n'a pas forcément un grand intérêt, disons, du point de vue littéraire. Quand la chanson, elle dépasse le sens textuel, stricto sensu, en fait, elle nous capte. Elle capte le public. Ça s'est passé pour Sobral, même si on s'est un peu moqué de lui tout à l'heure. Ça s'est passé pour Tom Leb. Ou pas. Non, mais bien sûr, je pense que ça, en fait, à partir du moment où on prend l'anglais, c'est parce qu'on a un peu l'objectif de gagner. Mais pour gagner, il faut quand même avoir une bonne chanson, sinon ça passe pas. C'est ça, c'est surtout ça qu'en fait, c'est là où je rejoins Stéphane, c'est que je te trouve, Quentin, vraiment faire une fixette là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'en fait, c'est un concours de chansons, de la meilleure chanson. Après, comment c'est exécuté, on s'en fout un peu, non ? Alors, je ne suis pas convaincu. Hein. Je pense que même les jurys, d'ailleurs, jugent la composition, l'originalité de la composition. Donc forcément, ce n'est pas que de la chanson. Et ça fait un petit moment que ce n'est plus de la chanson. Je sais, mais c'est parce que sur le papier, c'est comme ça. Je suis d'accord, c'est dans le nom. Voilà, je te prends à ton propre jeu, tu te rends bien compte. Je comprends bien. Non, mais par contre, justement, tu vois, je rebondis sur ta remarque, Stéphane. Je pense qu'une bonne chanson, ou quelque chose qui touche quelqu'un, ça marche d'autant plus quand c'est chanté dans sa langue nationale, quand c'est chanté dans sa langue maternelle, ou voilà. En fait, quelque chose qui prend du sens dans ce qu'il nous raconte. Que ça soit une chanson up-tempo en anglais, bon, c'est pas choquant parce que c'est un truc qui bouge, genre Toy de Netta. Elle chante en hébreu ou en ça, je pense que ça aurait cartonné. Mais des chansons plus classiques, plus des ballades, typiquement Jamala ou même Salvatore Sobral en 2017, tu enlèves l'aspect en portugais ou tu enlèves l'aspect en tatar de Crimée ou en ukrainien, je pense que ça enlève de l'authenticité. Ou même Barbara Pravi, elle aurait chanté cette chanson en anglais. Je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé deuxième. Tu penses que les Maneskin auraient gagné en anglais ? Je ne suis pas sûr. Je pense que vraiment, il y a le côté originalité de choses qu'on n'entend pas habituellement à la radio, quelque chose où musicalement, on connaît. Musicalement, on a déjà entendu cette chanson plein de fois. Et il y a une petite touche d'originalité nationale de par la langue, en plus de la mise en scène, etc. Mais je pense que la langue joue vraiment dans le côté petite cerise sur le gâteau. Il ne faut pas oublier que Quentin, en fait, est encore en train de plébisciter l'Ukraine parce qu'il voulait que le monstre vert à poil gagne. Mais non. C'était Choum. Moi, j'ai une question à vous poser justement sur la représentation des langues nationales à l'Eurovision. Puisque y a un moment, dans la chronologie de l'Eurovision, on a laissé les gens faire, puis on a obligé les gens de chanter dans leur langue nationale, puis on les a réautorisés à chanter ce qu'ils voulaient comme langue, puis on les a réimposés dans les langues nationales, puis on a réouvert à tout le monde. C'est la démocratie, messieurs. Et ce qui se passe, notamment dans la session 2021, c'est qu'on voit que les 5 premiers pays gagnent avec leur langue nationale, que beaucoup plus de pays que le top 5 ont aussi interprété les chansons dans leur langue nationale que ce qu'on a pu voir dans les 10 années qui ont précédé ce concours-là. Est-ce que ce n'est pas le reflet aussi de ce qui se passe en ce moment au sein de l'Union européenne, voire globalement dans le monde entier, d'un point de vue plus politique, à savoir, est-ce que ça ne témoigne pas du repli identitaire qu'on est en train d'observer dans les pays actuellement ? Parce que moi, je me pose vraiment la question. Est-ce que Attends, je pose ma moustache et je te réponds. Non, mais oui, bien sûr, il y a de ça, il y a du souverainisme et tout. Quand tu as Franck Riester ou André Valigny qui s'insurgent parce que tel ou tel représentant français doit forcément chanter en français, ou quand en Italie, puisque je me suis pas mal occupé du cas italien, tu as Salvini qui dit que Mahmoud, quand même, pour représenter l'Italie, alors qu'il n'est pas tout à fait italien, qu'il est peut-être un peu bronzé, que sa chanson, elle met un peu d'arabe, alors qu'il ne parle pas arabe chez lui, enfin, que ce serait peut-être mieux de chercher quelqu'un d'autre. Bah oui, ça pue, quoi, c'est pourri. Mais est-ce que c'est partout pareil ? Je pense que c'est surtout des stratégies
disons, de concours. Il y a des enjeux artistiques et commerciaux à l'Eurovision qui, en fait, mettent un peu sous sourdine ces questions politiques. Et heureusement, non ? Enfin, je sais pas. Quentin, qu'est-ce que t'en penses, Vincent ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de lien direct au repli national ou identitaire. Enfin, je le vois même à l'inverse. C'est-à-dire que pour que plus de pays envoient leurs chansons dans leur langue nationale et qui n'est pas, attention, alors certains pays le font, mais là, le top 5, c'est pas ce dont on parle, que ce soit le chanteur suisse, Barbara Pravi, ou les Italiens, ou les Ukrainiens, etc., ou les Islandais ou autres. Au contraire, je trouve que ça montre bien qu'on peut faire un show international de bonne facture, cartonner au niveau du public, donc au niveau vraiment des gens qui ne comprennent pas ce que tu chantes. Hein, parce que concrètement, en français, on a compris ce que chantait le Suisse, on n'a pas compris ce que chantait l'Ukrainienne. mais justement, je trouve que ça montre bien qu'au contraire, il y a plus une ouverture d'esprit du public quand tu proposes quelque chose d'original. Et j'ai l'impression que c'est plutôt... En fait, je retournerai ton constat, c'est plutôt quelque chose de positif, je trouve. Ouais, c'est vrai, et puis finalement, ça remplit la mission initiale, et complètement. Enfin, en tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que j'entends... Ah non, pas du Moldave, elle a chanté en anglais. Oh non, c'est Sugar. Oh mon Dieu. Quand t'achètes pas son micro par terre... Oh la pauvre. Mais oui, moi, je prends plaisir à regarder l'Eurovision pour ça, pour m'ouvrir les yeux sur des choses que je n'entends pas le reste du temps. C'est ma seule fenêtre de l'année où j'entends la possibilité d'entendre du slovène, du russe. Du corse. Ah, on a chanté en Corse une fois. Plusieurs fois, ouais. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Tu reviens. Pardon, excusez-moi. Too much. Mais justement, Thomas, je rebondis aussi sur le fait que peut-être que 2021, avec le top 5 et les langues, avec des langues nationales, là, je le vois, vu statistiquement, vu la part des langues nationales chaque année, c'est peut-être un épiphénomène. Donc on va voir les années suivantes, la 2022 à Turin, on va voir si de nouveau le top 5, c'est un top 5 de langue nationale, parce que historiquement, depuis 98, depuis que c'est la libération linguistique, où en fait ils chantent tous en anglais, quasiment tous, en tout cas les vainqueurs ou les top 5, c'est vraiment une année un peu extraordinaire qui sort des normes. Donc est-ce que ça va devenir la nouvelle norme ? Moi, je serais plutôt favorable, mais je ne peux pas savoir par avance en fonction des chansons qu'on nous propose et si ça va marcher auprès du public. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un épiphénomène, mais c'est peut-être une lame de fond. Et on va avoir, vu que les gagnants ont chanté en italien, peut-être que justement stratégiquement, et c'est souvent le cas à l'Eurovision... Tout le monde va chanter en italien ? En fait, alors pas en italien, mais souvent, par exemple, quand Lordi a gagné, en 2006, l'année suivante, on a eu 5 ou 6 chansons d'hard rock. Ah oui. Ce qui n'existait pas auparavant. Donc en fait, globalement, ça a été aussi la stratégie qu'on l'a vu au Junior. L'Italie a présenté quoi ? Une chanson rock. C'est ça. Donc en fait, quand on sait que ça marche, les années suivantes, les pays copient un peu la formule. Ils changent, ils l'adaptent. Alors donc justement, qu'on va quand la même on chose. sait que ça marche, on copie un peu la formule. Sans parler du français, l'anglais est hégémonique dans la représentation des chansons, mais quels autres emprunts notables ont pu être faits ? Est-ce que vous avez des chansons qui vous reviennent comme ça, d'un pays qui n'a pas chanté dans sa langue, hors français, mais qui a chanté dans une langue étrangère ? Bah écoute, pour l'italien, pour le coup, tout le monde dit l'italien, langue importante. Bon, il n'y a quand même pas 50 chansons en italien qui ont été chantées par d'autres pays. En fait, souvent, il y a des chansons qui sont simili-opéra avec... alors, j'avais pris des notes, parce que j'ai bien préparé mon émission. Bien, Stéphane. Il y a un Roumain qui a chanté Dracula en mode italien. Qui a chanté... Ah, qui était dans une mise en scène type Dracula ? Oui, exactement. Vous me l'aviez montré. Non, en fait, il y a la Lettonie en 2018, elle a chanté en italien, mais en fait, vraiment, à chaque fois qu'il y a un chanteur ou une chanteuse qui utilise la technique un peu opératique, ils se sentent un peu obligés de chanter avec un trémolo et en langue italienne. C'est de Casta Diva, on passe à... Ah non, il y avait l'autre affreux là qui avait un jumeau maléfique. C'était affreux ce truc. Qui chantait en quoi ? My friend. My friend. Mais pour la Croatie. C'était pour la Croatie. C'était pour la Il Croatie. se tournait. Ouais. Pendant la mise en scène, il se tournait parce Oui, qu'il avait il deux était costumes en main. Incroyable ce truc-là. Non, mais la Roumanie, c'était pas mal. Dans le mode les jumeaux maléfiques, ils étaient 5 ou 6 et ils chantaient en italien, en plein de langues. Enfin, c'était en 2007, ça. Roumanie 2007. Allez-y, ça vaut son pesant d'or. Et il y a la nana que tu aimes bien, je ne me rappelle plus le pays, qui a chanté la Forza. Et ben je crois du coup c'est ce que avec sa robe de la Reine Reine des Neiges, la Lettonie. Moi j'ai adoré cette chanson. Et elle a fini deuxième, non ? Pas deuxième, mais dans le top 10, il me semble. Elle a plutôt bien fini. Donc résultat notable avec une chanson en italien. Ouais. Alors au-delà de chanter entièrement dans une autre langue que sa langue nationale, il y a des pays qui ont des stratégies, et là je vais parler de Malte cette année, enfin en 2021 du coup, qui fait ça, et d'autres pays le font
font de temps en temps, c'est qu'ils mettent souvent un titre ou une expression ou un mot d'une autre langue. Donc par exemple, là, Barbara Pravi, elle est française, donc elle parle de voilà. Mais l'Islande, en 2010, envoie une chanson et le nom de la chanson, c'est « Je ne sais quoi ». Et c'est le refrain. Donc en fait, pendant tout le refrain, avec un gros accent islandico-anglais, elle fait « Je ne sais quoi ». Donc on comprend ce qu'elle dit. En fait, il y a des mots comme ça. Donc des fois, il y a de l'italien, il y a souvent du français. Il y a rarement d'autres langues que... Ah, il y a de l'espagnol aussi, de temps en temps, ou vraiment dans des mots comme ça, des mots valises, des mots... Loco. Loco, ou fuego, ou des choses comme ça, tu vois. Mais de là à ce qu'un pays chante dans une toute autre langue, mais complètement, c'est quand même extrêmement rare. Eh bien, en tout cas, c'est un peu de gloubi-boulga des langues, l'Eurovision, et je pense que Quentin, tu vas nous en faire découvrir encore plus. Accrochez-vous. C'est l'instant. You. Elodie. L'instant. You. L'instant. You. C'est l'instant. You. Gossuin. C'est l'instant Élodie Gossuin. Alors les amis, vous vous souvenez, dans le tout premier épisode de ce podcast, nous avions présenté le tube, que dis-je, l'hymne parodique de l'Eurovision, à savoir... de Petra Mede et Mans Zemmerle, qu'ils ont interprété lors de la finale de l'Eurovision 2016. Tube qui compilait, je vous le rappelle, les ingrédients les plus what the fuck pour gagner l'Eurovision, avec notamment des mises en scène complètement improbables. Eh bien, figurez-vous, les garçons, que lors de la deuxième demi-finale de cette Eurovision 2016, nos deux comparses ont présenté aux téléspectateurs un spectacle un peu dans la même veine que Love, Love, Peace, Peace, mais cette fois, c'était un show pour expliquer aux novices ce qu'était l'Eurovision. Maybe you wonder, what is this wonderful Eurovision Song Contest thing? Let us try and explain it to you. The Eurovision is, it's a multinational competition with a collaborative mission. So much like the Olympics in a way. Voilà qu'il nous explique l'histoire et les règles du concours, mais aussi les enjeux financiers, culturels et notamment linguistiques du concours. Il débute alors un inventaire à l'après-vert des plus d'une soixantaine de langues nationales ou régionales que nous avons entendues à l'Eurovision, le tout en direct et en dansant une chorégraphie digne de Broadway. Can you hear Romansh and Luxembourgish sung? We've had 2 songs with sign language and 3 in a made-up tongue. Antillean Creole, Norwegian, Vero, Viennese, Neapolitan, Catalan, Udmurt, Montenegrin and Maltese. Ancient Greek, Albanian, Slovak, Ukrainian, Romani, Russian, Romanian, Crimean, Slovenian, Hebrew, Armenian, Arabic and Lithuanian. Portuguese, Macedonian, Breton, Estonian, Pontic, Icelandic, Croatian, Bulgarian, Georgian, Italian, Bosnian, Latvian, Corsican, Serbian, German, Hungarian. Polish and English and Irish and Finnish and Swedish and Spanish and Dutch. Some Russian, Turkish and Danish and French. Tahitian, though not very much. And though I don't know Czech, Swahili, Azeri or Greek, music is the language that we all know how to speak. Non mais c'est génial, franchement c'est un truc génial. Ils sont très très bons. Il n'y a que pour faire ce show-là à l'Eurovision. Effectivement. Alors comme on vient d'entendre, les langues à l'Eurovision, c'est un sujet en soi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un épisode complet là-dessus. Certains pays d'ailleurs développent des stratégies linguistiques, disons, originales pour récolter les voix et tenter de remporter le concours. Je ne développe pas ici la stratégie facile de chanter en anglais ou au mieux de faire un mix entre langue nationale et langue anglaise. Non. Ici, je souhaite mettre en lumière et vous faire découvrir des olni, des objets linguistiques non identifiés. Des chansons what the fuck d'un point de vue linguistique. Vous me remercierez pour les découvertes réalisées. Quoique vous allez l'entendre, certaines chansons auraient mieux fait de rester dans les bas-fonds des internets. Débutons directement par l'Eurovision 1973 avec la Norvège qui envoie un groupe de 4 chanteurs, les Bendik Singers, chanter It's Just a Game. L'originalité linguistique de cette chanson, c'est qu'elle a le record des langues utilisées en 2 minutes 20. Durée très courte de cette chanson par ailleurs. À votre avis, combien de langues différentes sont utilisées en 2 minutes 20 ? Moi je dis 4. 10 ? Allez, 12. Pas moins de 12 points, franchement. Pas moins de 12 langues sont utilisées. Donc l'anglais et le français comme 2 langues principales, auxquelles ils ont ajouté des mots et des expressions en allemand, en espagnol, en finnois, en hébreu, en irlandais, en italien, en néerlandais, en norvégien, en serbo-croate et en suédois. Voilà, c'est presque aussi dur que de dire l'Union Européenne aura de télévision. C'est un peu putassier quand même, non ? Allez, on écoute. Alors les garçons, je sais ce que vous vous dites. On comprend rien. Effectivement, on piche que dalle à cette chanson. Les Norvégiens ont eu la brillante idée de chanter 2 par 2, vu qu'ils étaient 4, dans une langue différente à chaque fois, et surtout
en même temps. C'est bien. Très bonne idée. Tout le monde peut comprendre ça, surtout qu'ils chantent dans une sorte de canon. C'est-à-dire, ils chantent à 10 secondes d'écart, chacun la même phrase, mais traduit dans une langue différente. On y comprend Non mais rien. scéniquement, c'était quoi? Ils ont marché sur les mains, ça la nique une tête. Ça n'a aucun sens. C'était la cacophonie générale. On se croirait revenu sur le plateau d'Union Libre avec Christine Bravo. Bon, ça a plus que moyennement réussi à la Norvège, cette stratégie de l'auberge espagnole linguistique à la clapiche. Ils n'ont pas très bien fonctionné à la fin. Pourtant, à l'Eurovision Junior de 2006, je vois déjà Vincent pâlir, la Serbie retente le coup avec cette fois la chanson Usima Stranje Jezike, ce qui signifie, parce que j'ai fait mes traductions, ce qui signifie apprendre les langues étrangères. Oh merde. Du groupe nommé Nostrazivi Izetelji Strani Jezika, qu'on traduit par les professeurs intrépides en langue étrangère. Non mais déjà, pour dire le nom du groupe, il te faut un doctorat, c'est incroyable. C'est ça, 4 ans d'études. Quand Romain Duris et Cécile de France de l'Auberge Espagnole rencontrent Dora l'exploratrice et son cousin Diego, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quel Saloperie de enfer. gosse. Alors Saloperie de Vincent saigne des oreilles, on va pas se le cacher, on a tous envie de crever, non, on a ou de se compris, par percer contre. les tympans avec un écouvillon de test PCR, mais bon, grâce à l'Eurovision et cette chanson, les mioches peuvent apprendre à compter en 8 langues, en serbe, en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en italien, en russe et même en japonais. Alors maintenant qu'on a vu les pays qui essayent de rentabiliser leur abonnement Babel ou Wall Street English pour récolter des points, arrêtons-nous un moment sur ces pays qui ont tout simplement inventé une langue pour l'Eurovision. Comme ça, on s'emmerde pas avec le fait de choisir une langue ou d'être compris des téléspectateurs, ce dont on a débattu tout à l'heure. On s'en fout, on chante dans une langue qui n'a aucun sens. On démarre avec Israël lors de l'Eurovision 1978 avec la chanson Abanibi, interprétée par Izar Cohen. La chanson était rédigée dans un langage imaginaire appelé le code B, une sorte de code inventé par des enfants hébreux pour communiquer entre eux, sans être compris de leurs parents. Son principe fondamental consiste à ajouter systématiquement un B après chaque syllabe en répétant la voyelle de la syllabe précédente. J'ai envie de crever. Par exemple, pour dire le mot salut, ça devient Saba Lubu. Ok? On a compris? On écoute ce que ça donne en hébreu. Quentin qui danse. On a droit à une petite chorégraphie. Alors Israël, ça a cartonné puisque Israël a gagné le concours avec ça. Donc c'est la première fois de son histoire. Comme quoi chanter dans une langue what the fuck, parfois, ça marche. Et effectivement, un autre pays à l'Eurovision 2003 est passé à seulement 2 petits points de la victoire avec une chanson dans une langue totalement imaginaire, la langue Sanomi. Je vous propose d'écouter la chanson du groupe Urban Trad. Essayez chez vous de trouver de quel pays il s'agit. Angoun. C'est vrai qu'il y avait un air de world music en Goun, je suis d'accord. En tout cas, bon courage pour trouver le pays parce que, à la limite, vous avez dû vous dire pourquoi pas l'Irlande, au moins un pays avec une culture celtique, cornemuse, flutio, tout ça. Eh ben pas du tout, c'est la Belgique. Belgique. Eh ouais, La la Belgique. Belle réussite de la Belgique parce qu'il termine du coup 2e de la finale, son meilleur score depuis 86 et l'année où une certaine ado aimait bien vivre sa vie. On peut comprendre ce choix original de la Belgique, car les enjeux linguistiques en Belgique sont, disons, tendus. Dans ce pays qui compte 3 langues officielles, le néerlandais, le français et l'allemand, ainsi d'ailleurs que aussi des dialectes régionaux. Mais alors, on va pas rentrer dans le sujet. D'ailleurs, la Belgique a 2 télédiffuseurs membres de l'Union européenne de radio-télévision. Les années impaires, donc 2021 et 2023, c'est la RTBF, diffuseur francophone, qui sélectionne la chanson et le candidat, tandis que les années paires, c'est la VRT, le diffuseur néerlandophone, qui fait la sélection. Même si au final, les 2 chaînes de télévision envoient quasi exclusivement des chansons en anglais. Finalement, Super. les dictatures, c'est plus simple. Hein. Voilà, merci, on est d'accord. Et quand il n'y a pas de gouvernement, comment ça se passe? Tu inventes ta langue. C'est ça. Le choix de cette langue imaginaire a donné des idées aux Pays-Bas en 2006 qui ont envoyé la chanson Amabanda du groupe
Trebleu. Parce que j'ai regardé sur Google Trad comment on prononçait ce titre, ça se dit Trebleu. Dans une langue, là encore une fois, qui ne veut rien dire. Ça, c'est pas mal, c'est ethnique, non? C'est bien, ça. Bah, échec cuisant, puisque les Ah, trois merde. néerlandaises ont beau avoir tambouriné leur tam-tam pendant 3 minutes, elles ont terminé 20e sur 23. Oh shit. Ah merde. C'est un échec. C'est là que tu vois que la question musicale est fondamentale, parce que du coup, tu peux chanter dans n'importe quelle langue. Si c'est pourri, quoi. C'est vrai. Même résultat catastrophique pour la Belgique, de nouveau, qui envoie une langue imaginaire à l'Eurovision en 2008. Oh mon Dieu. Non mais ça suffit la Belgique. Ça suffit la Donc, Belgique. il visait le vote tyrolien du monde. Si ça, en tout cas, ça donne pas envie de voir la Belgique imploser et se scinder en plusieurs pays, désolé sweetie. Alors décidément, 2008 fut une année riche en inventions linguistiques. À l'Eurovision Junior cette fois, la Géorgie nous envoie la chanson bien nommée Bzz, chantée dans la langue Bzz. Oui, vous avez bien entendu, la langue utilisée, c'est la langue des abeilles. Une blague. Bon, pique un peu, hein. jusque-là, ça va encore. Mais d'un coup, sans prévenir, Maya l'abeille prend un tasse d'ecstasy et là, on bascule dans le grand n'importe quoi. Vincent est à 2 doigts de faire une. Non, mais de faire déjà, une syncope. déjà que les gosses, bon, bah, les gosses sous Taz, c'est pas possible. Vincent, il va éteindre son micro dardard là. Ah oh Ouais, joli. pas mal. Franchement, si ça donne pas envie de voir les abeilles disparaître sous des litres de glyphosate et de néonicotinoïdes. Et pourtant, les garçons, la Géorgie a gagné l'Eurovision Junior. Mais elle a gagné avec ça. Eh oui. Et pour le coup, on rebelote avec la Géorgie de nouveau, mais cette fois en 2010 à l'Eurovision Junior toujours. Voilà cette fois Mariam Kakelishvili qui s'avance pour chanter Maridari dans une langue encore une fois imaginaire qui ne veut strictement rien dire. Bah oui, là clairement, c'est du Lady Gaga low cost. Une sorte de mélange de Bad Romance et Téléphone featuring Beyoncé. Et pourtant, Shame on Me, j'assume, j'adore cette chanson. Je l'adore. Depuis que j'ai découvert, je l'écoute en boucle. L'avantage de la langue imaginaire, c'est qu'on peut tous chanter en yaourt, car les paroles sont du yaourt. Mariam Kakelishvili est surnommée la Baby Gaga géorgienne, en référence bien entendu à Lady Gaga. Il faut dire que la petite, elle a un sacré pétoire. Bah, c'est bon là, ça va, on lui coupe le sifflet, celle-ci là. Et franchement, je suis fan. Tandis que Vincent vient de faire un AVC. Alors voilà les amis, on vient de voir ensemble un petit florilège non exhaustif des Olni, objets linguistiques non identifiés que l'Eurovision nous a présentés depuis des décennies, en espérant que des langues what the fuck nous surprennent encore dans les prochaines éditions. On se quitte avec un extrait de la scène finale de l'auberge espagnole de Sclapiche, quand Romain Duris nous déclare « Je suis français, espagnol, anglais. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis pas un, mais plusieurs. Je suis comme l'Europe. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. » Il nous suffit de remplacer l'Europe par l'Eurovision pour que ça devienne « Je suis comme l'Eurovision, je suis tout ça, je suis un vrai bordel ». Et c'est justement ce joyeux bordel linguistique qui nous fait tant aimer l'Eurovision. Oh, Bravo. Bravo. Alors moi je voudrais rétablir quand même quelque chose d'une vérité, c'est que ton Radam Doudi, quand tu m'as balancé pour que je fasse les prises de son pour l'émission, du coup je lui ai dit mais Quentin,
C'est pas possible, c'est faux qu'on n'en peut plus. C'est non, mais faux qu'on en peut. Mais tu l'avais, la prestation live est une catastrophe. Et lui, il était là. Mais oui, c'est génial, c'est génial. Alors c'est vrai que le clip, là où elle chante juste, est plutôt sympa. Là où c'est le studio, tu veux dire, qui chante juste. C'est tourné dans un entrepôt Leroy Merlin en Géorgie. Vous allez voir. Non, c'était une très belle chronique. Comme quoi, les langues à l'Eurovision, c'est un sujet intarissable. Alors, on va reprendre du coup, maintenant qu'on a parlé du fait de chanter dans une langue nationale ou pas, de l'hégémonie de l'anglais, de la place des différentes langues à l'Eurovision, au concours Eurovision de la chanson. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur la place du français à l'Eurovision depuis sa création. Alors, le français, c'est une langue officielle de l'Eurovision, visiblement. Mais on tend à l'oublier, j'ai l'impression, depuis quelques sessions. En fait, il y a une histoire du français au-delà de l'Eurovision ou de l'Union européenne ou radio-télévision, c'est que le français était la langue diplomatique au 18e, depuis le XVIIe siècle. Et ce qui fait que de grandes institutions internationales, type l'ONU, type le CIO, par exemple le Comité international olympique, c'est le français et l'anglais. Ce qui fait que toutes leurs communications sont obligatoirement en français et en anglais. Alors obligatoirement oui, mais on n'a pas de présentation en français depuis quelques années. Oui. Le français perd de la place dans le sens où ils font genre 3 phrases en français pour rappeler les consignes de vote. Mais en fait, d'ailleurs, en plus, comme les commentateurs nationaux recommandent par-dessus, donc en fait, personne n'entend parler français. Après, tu as la question du format aussi, non ? Puisque le format était un peu long, il avait été jugé un peu long. Si tu rajoutes une deuxième langue, si tu redonnes toutes les informations en 2-3 langues, ça n'en finissait plus, quoi. Oui, c'est pas forcément. Je déplore pas l'absence du français. Non, bien sûr, mais c'est peut-être aussi dû à ça. Et d'autant que tous les pays disposent de leurs propres commentateurs. C'est ça. Donc du coup, il n'y a plus lieu peut-être. Qui retraduisent voilà. les commentaires des hôtes, typiquement Petra Mede ou Mans, c'était retraduit dans toutes les langues. Bon, certains pays d'ailleurs, c'est un peu original, certains pays n'envoient aucun commentateur. C'est-à-dire qu'ils diffusent le live. Et les gens se débrouillent avec ça. Moi, j'aimerais bien parfois. J'aimerais bien aussi. Et qui chante en français aujourd'hui à l'Eurovision, au-delà de la France, de la Belgique et de la Suisse ? Déjà. Malte Je me casse. C'est vrai, on a adoré. Bon, il y avait 6 mots en français. Voilà. C'était osé, je me casse. Oui, surtout que c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, c'est surtout que je comprends pas trop parce que je me casse, c'est pas une expression française connue. Non, mais il y avait peut-être une résonance aussi avec le mouvement MeToo, etc. Et le fait d'Adèle Haenel. Peut-être que Destiny, enfin, les gens qui ont écrit la chanson pour Destiny, se sont inspirés aussi d'Adèle Haenel qui on se lève et on se casse, quoi. Moi, je le vois plus comme une stratégie de Malte en disant allez, on va grappiller des points avec tous les pays francophones. C'est évident. Mais je pense qu'aussi, c'est complètement ciblé puisque la chanson était aussi sur le body positivisme, sur le féminisme, etc. Ça forcément peut-être une résonance quelque part, ce truc. Enfin, je pense, je sais pas. Stéphane, sur le français à l'Eurovision. En fait, moi, je crois que c'est un peu comme les autres langues, même si on a parlé de cette puissance diplomatique du français. Mais les gens qui parlent français dans leurs chansons, c'est souvent des mots, comme on disait tout à l'heure, qui... déjà, c'est des mots qu'on doit comprendre, qu'on peut reproduire dans la langue cible, parce que toutes les sonorités ne sont pas faisables et compréhensibles dans toutes les langues non plus. Et puis, ça reste du cliché, quoi. Il faut que ça parle. Merci, bonjour, je t'aime. Rendez-vous, déjà vous. Voulez-vous coucher avec moi ce soir ? Mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on met une phrase, une expression, quelque chose qui est connu vraiment dans la langue, mais ça chante pas en français. Oui, donc on évoque que le français ne vient qu'en finalement... par bribes. Par bribes, oui, comme une ponctuation dans une chanson, mais il n'y a pas, les pays ne s'investissent pas du français. La Russie, par exemple, elle n'a jamais chanté en français. Non, alors il y a des mots de français, encore une fois, comme là d'ailleurs, une de tes chansons favorites à l'Eurovision Junior, Mon ami. Donc le titre de la chanson, c'est Mon ami. Elle dit 2 fois Mon ami dans la chanson. Tout le reste, c'est de l'anglais. Oui, c'est vrai. Et du russe. Mais donc encore une fois, c'est vraiment mettre un mot, mettre un titre, mais il n'y a pas d'enjeu derrière. Et puis même pour les pays francophones, malheureusement pour nous, en fait, il y a de moins en moins de pays qui chantent français parce que le Luxembourg ne participe plus. Andorre ne participe plus, Monaco ne participe plus. Et la Belgique invente ses chansons. Et la Belgique, quand elle chante pas en anglais, elle invente des paroles. Donc, et la Suisse, c'est un État multilingue, donc en fait, il y a de l'anglais très souvent d'ailleurs aussi, mais des fois elle chante en italien, des fois elle chante en français. Donc, il n'y a plus vraiment de pays, à part la France, qui reste attaché à sa langue et fait du forcing linguistique pour chanter en anglais. C'est aussi une stratégie complète de la France parce que, comme disait Stéphane, ça a le côté charme
charmant, le côté chauvin, etc. Genre, oh, la France, les Français, escargot. Enfin, voilà. Et donc, c'est hyper charmant du côté européen. Les gens se disent, ah là là, oui, c'est vrai que c'est charmant, ce petit accent français, etc. Mais, alors oui, mais il faut la bonne chanson. C'est-à-dire que là, Barbara Pravi, c'est pile poil, je suis d'accord avec toi. Là, on est vraiment dans l'idée d'Edith Piaf, le français. Ouais. Par contre, Moustache ou d'autres chansons en français... Mais ne parlons pas de Moustache. Non, mais justement, tu vois, ça doit être en français. Moustache. La stratégie derrière ça, c'est pas du tout de donner envie en entendant du français. Donc, et encore faut-il que la bonne chanson arrive avec la bonne langue. Justement, tu anticipes une question qui est la suivante. Est-ce que la France, aujourd'hui, pourrait chanter autrement qu'en français ? Alors, elle le fait déjà. Oui. En fait. Elle fait du 50-50, elle fait des mix. Oui, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné le moment où elle a fait des mix. Est-ce qu'aujourd'hui... Ah si. Ah bon ? Tu sais, quand Amir, en fait, ils ont choisi de faire un mix, et ça a été le début du renouveau pour les participations françaises. Bon, ça a fait flop avec Alma, mais clairement, c'est surtout des questions de mix qui ont fonctionné même jusqu'à Bilal. Jusqu'à Bilal, en fait. Oui. Jusqu'à Bilal, il y a un mix d'anglais et de français. Il commence sa chanson en anglais. Hein. C'est pas rien de faire in medias res, comme on dirait, de commencer la chanson en anglais, quoi. Mais jamais on pourrait voir un candidat français chanter intégralement sa chanson dans une autre langue que le français. Ça a failli arriver. En fait, ça devait arriver. Et puis ça n'est pas arrivé. Ah oui, Tom Leb. Non, il aurait chanté 50-50 de toute façon. Non, c'était en 2008, c'était Sébastien Tellier, sa chanson Divine. De base, la chanson sélectionnée par la France était 100% en anglais. Et sauf qu'en fait, à l'époque, donc faut retrouver les sources et les articles journalistiques, c'est une polémique nationale. Vraiment, le ministre de la Culture à l'Assemblée nationale, on lui pose la question, un député lui pose la question, est-ce que vous trouvez ça normal qu'à l'Eurovision, on chante en anglais ? Ça a déclenché une tempête médiatique. Et donc, Sébastien Tellier a été obligé de mettre 2 phrases en français pour dire, non, regardez, on a mis du français. Et sa petite phrase, c'est, pour moi... L'amour chante en français. Il répète ça 2 fois et c'est au milieu de sa chanson que personne n'entend. D'ailleurs, ça n'a pas très bien marché. Donc, on a failli chanter 100% en anglais, mais vu la polémique que ça a déclenché, je pense qu'on ne retentera pas le 100% anglais. Mais tu vois, ça c'est vraiment des problématiques qui font partie du Big Five. Hein, parce qu'en fait, en Espagne, c'est exactement la même chose. Quand Barey est sorti avec Say Yeah Yeah Yeah, le ministre de la Culture espagnol a dit que c'est que cette merde, c'est en anglais et c'est pas du tout la langue nationale du pays et c'est un scandale. Donc en fait, vraiment, c'est vraiment des problématiques du Big Five, je pense, ce genre de choses. Alors, pas que... Alors, je suis d'accord, beaucoup de... L'Italie, on le disait tout à l'heure, l'Italie, l'Espagne, la France, on est vraiment les 3 pays latins. Je ne sais pas s'il y a un hasard, mais les 3 pays latins, vraiment, on est... Parce que le UK, ils ne vont pas chanter dans une autre langue que l'anglais. Oui, déjà, c'est vrai. Mais le contre-exemple, c'est l'Allemagne. Parce que du coup, l'Italie, l'Espagne, la France, il y a des vraies politiques linguistiques de défendre sa langue. L'Allemagne, ça fait... Dès qu'ils ont pu chanter en autre chose qu'en allemand... Directement, ils chantent en anglais et ça ne pose aucun problème. Mais vraiment, il n'y a pas de débat. Et pour répondre à ta remarque, c'est pas que le Big Five. Parce que du coup, par exemple, les pays des Balkans ont des enjeux identitaires et culturels extrêmement forts. Et en réalité, beaucoup de pays des Balkans, Monténégro, Albanie, l'Albanie particulièrement. L'Albanie, ils mettent un aigle et c'est bon. Hein. Voilà, et ils chantent en albanais. Et ils y tiennent lourdement parce que on y reviendra dans un autre épisode. Parce que c'est la seule fois de l'année où on entend de l'albanais. mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les pays ne jouent pas le même jeu à l'Eurovision et ces pays-là, ces petits pays-là, jouent le jeu de « je veux montrer ma culture nationale, dont notamment ma langue, et d'ailleurs plus pour des enjeux intérieurs qu'extérieurs. C'est-à-dire que parce que personne, tout le monde s'en fiche un peu des chansons albanaises, mais pour les Albanais, ça compte d'envoyer une chanson en albanais. J'ai pas l'impression que tous les pays adoptent cette stratégie de la petite langue qui doit être visible. Pas tous, mais il y a quelques pays, du coup, c'est pour ça, pour te dire juste qu'il n'y avait pas que le Big Five, c'est-à-dire il y a quelques pays où vraiment ils sont attachés à leur langue nationale et c'est c'est aussi fort qu'en France. Ils veulent vraiment chanter en albanais, ils veulent chanter en monténégrin, ils veulent chanter en serbe. La Serbie, pendant très longtemps, faisait vraiment le forcing en disant non, on envoie des ballades balkaniques en serbe. Loco. Et alors là, ça a foiré après Loco. En parlant de chanter, justement, je pense qu'il est temps à présent de se reconcentrer sur la chanson et sur la chanson qu'on aime énormément. Oui, alors quand on m'a dit
Vincent, on fait un épisode sur les langues. Ah oui, forcément, j'ai hoché la tête et j'ai dit oui, bien sûr, comme si j'avais compris ce qui était sorti une fois de plus de vos cerveaux malades. Alors je me suis dit, ça leur passera, faut pas s'en faire, c'est encore une lubie de Thomas qui va repartir aussi vite qu'elle est arrivée, hein, on est habitué. Et puis, ça a pris de l'ampleur, et puis j'ai reçu un brief. Et j'ai lu le brief et j'ai rien compris. Et puis alors on m'a dit qu'on invitait un prof de fac avec un pantalon en velours côtelé, des lunettes en écaille de tortue et une veste en tweed de coudière intégrée pour parler de linguistique à l'Eurovision. Ben, là j'ai paniqué. Je me suis dit, ma pauvre conne, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter d'intéressant pour boucler les boucles et au minimum de pas faire trop godiche, car j'ai complètement abandonné l'idée de briller en société avec des sujets sérieux. Et puis alors là, ça m'est venu, boum, comme un éclair de génie. J'ai repensé à Drew Barrymore dans Collège Attitude, un film que je recommande chaudement à toutes celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et là, je vous vois me regarder avec des yeux ronds comme des soucoupes qu'on donne immédiatement un sac en papier au professeur de fac pour qu'il respire dedans, parce que là, on est en train de le perdre. Là. Tout va bien se passer, hein, ça dure pas longtemps. Hein, voilà. Donc, Drew Barrymore, donc, hein, voilà. Vous êtes prêts? Amenez-moi une tisane. Qui dit dans ce film, pour bien écrire, il faut écrire sur ce que l'on sait. Ah bah merci Drew. 8 ans d'études. Écoute, j'avais encore jamais pensé. Hein. Merci championne, vas-y c'est à toi. Oui, pourquoi, je sais pas. Ça mange pas de pain, voilà. Trêve de plaisanterie, car pour faire le lien avec le débat des langues à l'Eurovision, j'ai décidé de mettre un coup de projecteur sur le pays dont la langue est la plus utilisée à l'Eurovision, car elle est dite langue universelle, quoi. Non, Quentin, arrête avec l'Ukraine, c'est vraiment gênant. Hein. Voilà, j'ai bien sûr choisi le royaume de Sa Majesté Queen Zaza, et quoi de mieux pour parler de cette langue que celle qui, en 2017, s'est prise pour la Vénus de Botticelli dans son coquillage lumineux, venant d'accoster dans les Cyclades sur l'île de Naxos, Paros, Mythos, bref, un truc en hausse. J'ai bien surnommé Lucy Jones. Tell me your secrets, I'll keep them safe. No sign of weakness, it's a sign of faith. We'll stand tall, so you don't fall. Alors Vincent, d'où vient-elle? Mais tu fais bien de demander, Thomas, parce que je vais te répondre. Alors, Lucy Jones nous vient tout droit du Pays de Galles, puisqu'elle est née le 20 mars 91 dans la petite commune de Pentirch. N'hésitez pas à sortir vos atlas ou Google Maps pour vous y rendre en pèlerinage, parce que c'est paumé. Voilà. Je vois Stéphane devenir de plus en plus pâle. Vous en faites pas, hein. C'est pas parce qu'elle est welsh qu'elle parle couramment le galadriel. Hein. Elle parle un anglais tout à fait correct. Hein. Voilà, bon. Alors, on a assez peu de détails sur son enfance, hein, mais c'est une toute jeune fille de 18 ans que l'on découvre toute tremblante en 2009 au casting de la saison 6 de The X Factor UK avec la chanson I Will Always Love You de Whitney Houston. Ouais, je sais, on n'en peut plus de cette chanson reprise par d'autres. Hein. Leave Whitney alone. Bon, cela étant dit, je m'attarde pas trop sur son parcours dans X Factor parce que... Mais... Voilà quoi, Lucy Jones, comment vous la décrire ? C'est un diamant brut. Hein. Elle est là avec toute sa fraîcheur, son jeune âge, sa voix d'ange naturelle, pas encore abîmée, mais surtout pas encore maîtrisée. Hein. On sent que la petite, elle en a sous le capot, mais qu'il faut travailler tout ça parce qu'en l'état, c'est pas encore ça. C'est un peu trop nasillard, ça hurle pas encore bien comme il faut, ça va pas au bout des notes. Bah, c'est affreux là, on dirait que je parle d'un jambon, mais je parle bien de sa voix, hein, entendons-nous. Hein. Du coup, elle ira pas au bout du parcours pour décrocher la victoire de X Factor puisqu'elle se fera lourder en semaine numéro 5. Oh. Néanmoins, ce petit passage éclair à la télé va lui ouvrir des portes qui, à mon sens, sont bien plus grandes. Et vous allez enfin comprendre pourquoi dans Lucy Jones sont réunies mes deux plus grandes passions, l'Eurovision et les comédies musicales, avec aussi la bouffe, le sexe et le vin. Mais j'ai bien surnommé les lourdes portes du West End. Alors pour celles et ceux qui se demandent ce qu'est le West End, Stéphane, je vous vois, hein, c'est l'équivalent de Broadway à New York, mais à Londres. Alors, la petite Lucy, elle est immédiatement engagée par Cameron Mackintosh, l'un des plus gros producteurs de théâtre musical au monde, pour jouer le rôle de Cosette dans Les Misérables, avant de tourner dans toute l'Angleterre avec le spectacle musical We Will Rock You, et plus tard Rent, et dans toute la Chine avec Ghost, le musical. Les années passent, la petite Lucy, elle grandit, sa voix, elle se muscle, et ce qui va faire décoller sa carrière, c'est quand elle décroche pour la tournée dans toute l'Angleterre le rôle de Elle Woods dans la comédie musicale
Bon, ce pétoire-là, c'est pas le sien, mais pour les fans de cette comédie musicale, on sait que c'est un peu le climax de l'acte 2. Hein. Le pétoire de Lucie, c'est celui-ci. Ah ouais. Ouais, ça va, ça passe. Hein. Tout cela nous emmène à la fin janvier 2017, où Lucie participe et remporte l'émission Eurovision You Decide, le concours de sélection de chansons pour l'Eurovision en Angleterre, avec la chanson coécrite par la gagnante du concours de l'Eurovision 2013, Emily de Forest. La chanson s'appelle Never Give Up on You. Alors on y vient, parle-nous un peu de sa prestation à l'Eurovision 2017. Ben oui, parlons-en, parce que comme vous le savez, ça va faire un petit moment que le Royaume-Uni n'a pas brillé à l'Eurovision. Et là, pour briller, ça brille. Hein. Lucie apparaît dans une robe de vestale étincelante en lamé doré, au centre d'un coquillage en miroir qui reflète le mouvement des petites lucioles délicates. À cet instant précis de la chanson, des millions d'étoiles explosent et se reflètent non seulement dans le coquillage, mais aussi sur les écrans en fond de scène, comme si des ronds dans l'eau étaient formés par une goutte fraîchement tombée. Et c'est là toute l'inventivité de la mise en scène de cette performance. C'est avant tout la lumière subtile, délicate et brillamment mise en valeur grâce à cette palourde réfléchissante. Plus la chanson avance, plus les étoiles sont nombreuses, mouvantes, et passent d'un bleu froid à un doré flamboyant jusqu'à l'explosion finale en même temps que la note hurlée de la petite Lucie. Now you can see how far you've walked, the mountains climbed, the oceans cried. Ah oui. Ouais, c'est beau, hein. Mais c'est beau pourquoi ? Parce que comme on l'entend bien, Lucie, c'est pas une hurleuse ordinaire. Lucie, c'est une hurleuse subtile. C'est fait avec beaucoup d'intelligence, de poésie et de rondeur. Cette note, elle est jolie, la voix, elle est belle, la mise en scène, elle est délicate. Et n'oublions pas que Lucie est comédienne, ce qui fait qu'elle habite chacune de ses paroles, parfois un peu trop quand elle se tape la tête en disant madness. This madness. Oui, on a compris, Lucie, c'est foufifou là, hein, c'est foufifou. Mais tous ces éléments mis bout à bout font de cette chanson un peu banale de prime abord un vrai moment de beauté et de tendresse dans le paysage de l'Eurovision. Ce soir-là, elle passe en 18e position et finit 15e du classement avec 111 points. Bon, bah c'est un peu vache comme position à comparer à la prestation, mais c'est depuis lors le meilleur score du Royaume-Uni, c'est dire s'ils sont à fond pour la gagne là-bas. Et depuis alors ? Eh ben, j'aime quand tu me parles comme ça, Thomas, parce que depuis, Lucie Jones est devenue la nouvelle coqueluche du West End. Alors, fraîchement revenue de Kiev, où se déroulait l'Eurovision en 2017, Lucie est repartie sur les routes d'Angleterre avec la tournée de... En Chine, cette fois. Angleterre, t'écoutes ce que je dis ? C'était ça en Chine. C'est gosse. Never Gets Old, avant de décrocher le premier rôle dans la comédie musicale Waitress en 2019, qu'elle jouera jusqu'à ce que le show se termine brutalement en mars 2020 à cause de la pandémie. To bring back the fire and rise that's been gone, but it used to be mine. Oh, it used to be mine. Ah oui, quand même. Mais c'est une alarme du mercredi midi. Moi, je m'évanouis là. Tout cela ne l'empêche pas de se payer le luxe d'un concert à l'Adelphi Theatre en septembre 2020, où elle reprend tous les plus grands airs de comédie musicale et dont je ne résiste pas à vous en partager quelques subtils extraits. Subtil, vous commencez à me connaître et on sait qu'en termes de mash-up, je fais rarement dans la subtilité. It's gonna rain on my parade.
J'ai fait exprès de finir en douceur pour vos oreilles. Alors cet album est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes musicales, je fais un peu sa promo. Mais alors puis en 2021, 11 ans après avoir joué la fille, elle joue la mère. Et je vous laisse deviner de quel personnage il s'agit. And still I dream he'll come to me. That we will live the years together. But there are dreams that cannot be. And there are storms we cannot weather. Et alors attention, scoop! Scoop pour vous les amis et pour tous les auditeurs et les auditrices de 12 points. C'est fraîchement tombé en ce début d'année. Lucy Jones vient de décrocher le Saint Graal des rôles de comédie musicale, puisque si vous allez faire un tour à Londres en 2022, vous pourrez aller l'applaudir dans le plus iconique des spectacles. Mais non! Je veux bien sûr parler du rôle d'Elphaba dans la comédie musicale. Merci Kinou. C'est Wicked, hein. J'espère avoir réussi à vous charmer avec l'envoûtante sirène Lucy Jones et sa moule de rivière réfléchissante. Car quand c'est beau, quand c'est bien fait, quand c'est poétique et que c'est joli, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben on dit merci Lucy. Bravo! Bravo! Une perle, bravo. Moi, je trouve quand même, je la découvre là, elle a une voix très cristalline, effectivement, comme tu le décris. Elle ne vacille jamais. Il n'y a pas de vibrato. Non, la note est tenue. À l'inverse de Ramdam Doudi, elle chante juste. Et c'est quand même. Là, le souffle qu'elle a, c'est. Elle avait le Covid. Hein. Faut voir ce que c'était il y a 10 ans. Hein. Non, bravo, belle découverte. Je vais aller l'écouter super. avec grand plaisir. Et très belle performance. Lucy, rappelle-nous son nom. Lucy Jones. Lucy Jones. Et très belle performance à regarder la prestation 2017. Ouais. De la palourde. De la palourde étincelante. Eh bien, on va continuer et terminer cette émission du coup sur les langues. On rappelle ce qu'on a évoqué rapidement. Donc, l'Eurovision aujourd'hui n'impose pas, le contest adulte n'impose pas de chanter dans sa langue nationale, mais on se pose la question de savoir si la représentation de la langue nationale sera toujours aussi présente dans la session 2022 comme elle a pu l'être dans la session 2021. Comment les pays vont arriver à se présenter eux-mêmes à ce concours qui prend malgré tout un peu plus d'ampleur et qui créera peut-être sa différence face à l'American Song Contest dont on vous reparlera très bientôt. Mais écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une prestation que vous aimeriez partager qui était dans une langue un peu particulière et qui vous a surpris et que vous adorez? L'Ukraine. Ah, Choum avec Go Hey en Au bûcher. 2021. J'adore. J'étais en transe. Littéralement, Ah oui j'ai rien compris à ce qu'elle a chanté, mais j'étais ailleurs. C'était génial. C'est vrai en fait, cette chanson, je crois qu'on l'a aimée ou on l'a détestée. Ah, je confirme, c'est qui tout double. C'était incroyable. Incroyable. Non, mais Je suis vraiment en minorité. Hein, ici. Non, moi, ce qui m'étonne toujours plus que la question des langues étrangères et tout, c'est la manière dont on police les chansons. Par exemple, les Maneskin cette année, le rock qu'on a vu, ils ont changé les paroles, ils ont enlevé les gros mots, et ça, on s'en rend pas forcément compte lorsqu'on maîtrise pas l'autre langue, et notamment la langue de la chanson qui gagne le concours. Mais clairement, ils ont enlevé les choses les plus vulgaires pour donner une impression un peu plus lisse. Donc, quand on parle de langue, il faut aussi voir un peu les registres, comment c'est géré, ou les onomatopées, ou les clichés, tout ce qui peut être véhiculé justement par le texte et par la langue employée. Et un coup de cœur linguistique, du coup, d'une chanson récemment dans une langue... Moi, j'adorais le tiki-tiki des Espagnols, mais c'était pas une langue inventée, c'était une danse inventée, avec des mots inventés, et surtout là, c'était presque de la glottophobie. Il fallait... Vous vous souvenez de cette chanson, non? Pas du tout. Il disait, pour danser le tiki-tiki, il faut danser le Michael Jackson. Ça veut dire danser comme Michael Jackson. Le breakdance. C'était le breakdance. Et ça, j'ai trouvé ça, linguistiquement, j'ai trouvé ça très drôle. Après, la presta était pas bonne, mais il y avait beaucoup d'inventivité, je trouve. Moi, je sais que je suis le seul, mais c'était, je me rappelle plus l'année, mais c'était l'Arménie, un peuple qui a beaucoup souffert. Et c'était un mec qui chantait
avec au milieu d'un cercle de dolmens avec Ingrid Chauvin et ça C'était faisait Camille, Camille encore. C'était super. Oui, c'était mais super. que Camille. Ça veut Un dire seul vent. Oui, Je vous l'ai déjà dit, non? oui, dans l'épisode précédent. Mais c'était pas mal, ouais. Et en arménien, du coup. Eh ben merci pour ces partages. Et toi, Thomas? Bah écoutez, moi malheureusement, c'est trop facile, il faut que mais tu moi me le dises. mais non, moi j'ai pas de chanson comme ça qui m'ait transcendé, autre qui m'ait surprise plus que l'Ukraine. Ok. Putain, c'est pas vrai. Au bûcher. Mais je serai plus attentif aux prochaines sessions pour peut-être alimenter ce point me concernant. Alors, et ben maintenant c'est le temps de passer à nos jeux des 12 points. Alors Stéphane, c'est le moment où on va avoir 1 minute 30 pour convaincre et tu seras convié au vote final pour savoir qui de nous trois remportera le droit de diffuser sa chanson à la fin de l'épisode. Et je vous propose de commencer tout de suite avec toi Vincent pour une fois. Ah bon? Bah oui. Mais c'est moi qui commence tout le temps en ce moment. Ah. C'est pas grave. Alors attention. Attention, tu es prêt? Attention, top, c'est parti. C'est parti, 1 minute 30 pour convaincre. Je sais pas pourquoi on a essayé de me brider aujourd'hui, mais j'y arriverai quand même. Je vais pas y aller par 4 chemins. Et surtout, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas faire dans la subtilité. Elles sont 3. Elles sont françaises. Elles beuglent comme jamais, moulées dans des robes en cuir rouge du plus bel effet, telles des homards sortant d'un courbouillon. C'est Stacey King, Amalia et Sophia Muntassir qui sont les divas et qui nous chantent La Voix d'Aretha. Une chanson hommage à... Je vous le donne en mille, Aretha Franklin, pour célébrer sa force, son courage et sa détermination. C'est une ode au féminisme sur un rythme disco-pop, hurlé par 3 chanteuses tout en harmonie, notes tenues, vibes et coups de glotte. Le tout illustré par des écrans qui dégueulent de cascades de paillettes telle une éjaculation de la fée clochette. Les divas portent très bien leur nom, elles hurlent, elles sont à fond, elles donnent tout, c'est puissant, c'est bien chanté. Alors oui, les paroles sont connes comme la lune, mais qu'est-ce que c'est bon! Elles n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier lors du 2e tour de l'émission Destination Eurovision en 2019, alors qu'elles étaient plébiscitées par l'Israël qui a invité les Français à se réveiller face à un tel déferlement de folie et de talent. Alors en conclusion, montez le son, attrapez votre brosse à dents, branchez votre sèche-cheveux en mode Twister Force 5 direction le miroir de la salle de bain et hurlez au son des divas en votant pour moi. Bravo, bravo. Franchement, tu l'as bien défendu ta chanson. Elle est géniale. Elle donne cette vachement chanson. Très envie. haut, tu mets Elle la est barre très haut. C'est géniale. vrai? Incroyable. Ah bah attends, ouais, alors on va voir maintenant. Qui veut continuer, Quentin? Allez, j'y vais. Alors les amis, aujourd'hui je vous propose de retourner, une fois n'est pas coutume, à l'Eurovision 2018 à Lisbonne. J'ai envie de partager avec vous ce tube dantesque de cette année, le bien nommé Fuego, le feu en bon français. Eleni Foureira est une chanteuse grecque née en Albanie mais qui a représenté Chypre ce soir-là. Certains pays sont vraiment prêts à tout pour engranger des points et gagner la martingale. Pour les non-connaisseurs, comment décrire Fuego Eleni Foureira en 3 mots? Disons subtilité, classe, raffinement. Non, en fait, pas du tout. C'est pompier, aguicheur, putassier au possible et franchement, j'adore. C'est de la pop dance ultra efficace, teintée de sonorités pseudo-orientalisantes qui donne vraiment envie de bouger son bouti sur les plages chypriotes. Eleni Foureira n'est pas frileuse pour un sou. Elle se trémousse dans une combi pailletée tout feu tout flamme avec 4 danseuses déchaînées qui exécutent une chorégraphie endiablée, le tout sur des talons de 10 cm ainsi que des lance-flammes à gogo. Cette mise en scène, d'ailleurs, aura coûté la bagatelle de 2% du PIB de Chypre, tout comme d'ailleurs ses extensions capillaires. Alors, on va pas se mentir, ça chante pas très bien, mais franchement, on s'en fiche. Musicalement, c'est entraînant et dansant, et puis scéniquement parlant, la metteuse en scène, Sacha Jean-Baptiste, a rendu le produit chypriote diablement efficace, mémorable et plaisant. Même Eric Maton est devenu un expert de la danse Fuego. Il nous gratifie régulièrement de son trémoussé dès qu'il y a un magasin ou un écriteau. Top, c'est fini. C'est parce que je répétais. Et alors bah non. Bon, vas-y, fini. Allez, fini. Il nous gratifie régulièrement de son trémoussé dès qu'il y a un magasin ou un écriteau nommé Fuego. Je pense particulièrement à cette rôtisserie à Budapest. Alors voilà les amis, on est en hiver, il fait froid, on a les doigts congelés quand on sort dehors. Alors rien de mieux pour se réchauffer que d'écouter en boucle du Fuego. Allez. Eh bien, écoute, belle présentation aussi. Je dois dire que la chanson, je la connais, que je l'affectionne particulièrement. Le choix va être dur. Quant à moi, bah écoutez, c'est à mon tour.
Alors moi, contrairement à vous les amis, je sais, je n'ai pas rédigé ça. Je me suis dit, tiens, je vais la tenter à l'impro parce que c'est une chanson qu'on aime tous particulièrement. Il a fait partie du top 10 de ces mecs aujourd'hui qu'on a trouvé les plus sexy participants à l'Eurovision. Classement récemment défendu par la terre entière, dont moi. Et il s'agit tout simplement de notre Mans Zemerlo national qui, en 2015, remporta l'Eurovision Song Contest avec sa chanson Heroes. Alors, Mans Zemerlo, on va pas se mentir, c'est un idéal masculin me concernant. C'est un mec qui est juste avec une plastique incroyable, avec un sourire ravageur. Bref, c'est quelqu'un qu'on ne fait pas dormir dans la baignoire. Mans Zemerlo, en plus, a le talent de présenter cette année-là une chanson qui est plutôt réussie, avec des effets scéniques qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais été vus, où il va jouer avec l'écran qui est derrière lui, avec des animations qui ont été créées spécialement pour la chanson, et qui, globalement, en plus de la plastique de rêve et qui nous est présentée ici, m'a complètement conquis. Alors, juste un dernier point peut-être qui pourrait vous séduire, ou au moins vous aimer vous aider à aller découvrir la chanson, c'est que malheureusement, il reste assez pudique. On ne le voit pas à l'Eurovision torse nu, sauf sur les réseaux sociaux. Donc voilà, votez pour moi. Si vous voulez quelqu'un de beau, votez Zemerlo. Oh, bravo. Thomas, faut que tu regardes la première demi-finale de 2016 où il présente le show. Il est presque tout nu. Pardon ? Je t'enverrai les photos. Alors là, j'ai perdu 3 octaves et ma virilité aussi. Allez, je nous donne 10 secondes pour voter. Eh bien, c'est le moment de la restitution des points et je vous propose tout de suite de commencer avec... allez, toi, Quentin, t'es le premier qui a fini, j'ai l'impression. Allez, go, c'est parti. Eh ben, je vais donner mes 12 points aux Divas et à Vincent. Wow, bravo. Give me a little respect. J'adore cette chanson. C'était vraiment ma chanson favorite en 2019. Je suis triste qu'elle ne soit pas allée à l'Eurovision. Je pense qu'elle aurait fait un bien meilleur score que Bilal Hassani. C'est possible. Voilà. Et à défaut de 12 points, c'est quand même une belle note parce que c'est Mans, hein, déjà, tout simplement. Je te donne un très beau 8 points pour Heroes. C'est quand même pas 10. Oui, alors pourquoi pas 10 ? J'avais mis 10 au début. Oui, c'est pareil. Pourquoi pas 10 ? Parce qu'en fait, tu enlèves Mans, la chanson n'a aucun intérêt. Et ça reste musicalement, voilà. 2 chansons. Ok, très bien. Et non, musicalement, oui, je te l'accorde. mais on passe un bon moment. C'était une bonne chanson, ça marche bien. Mais voilà, il manquait le petit supplément d'âme de cette chanson. Eh bien, je prends le relais tout de suite et j'attribue tout de suite mes 12 points à une chanson que je ne connais pas. The Divas et que j'ai clairement vraiment envie de découvrir ce soir, enfin tout à l'heure, enfin après le podcast, peu importe l'heure à laquelle vous l'écoutez. Et voilà, Vincent, du coup, tu m'as vraiment titillé avec ta description. Pas mais non, non, mais tu vas Comment adorer. t'as Non, pu mais passer tu vas tomber sur le cul, c'est pas possible. Et Quentin, je te donne du coup 10 points. Merci. T'es pas satisfait de mes 10 points, c'est quand même la note. Ah bah si, j'ai dit merci. Tu dis merci comme si j'avais donné un 4. Non, pas du tout. C'est une très bonne note, 10 points. Merci. Vincent ? Alors, eh bien, moi, je vais attribuer mes 12 points à Thomas. Oh là, ça fait longtemps que j'ai pas reçu de points. Oui, c'est vrai. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis pas d'accord avec Quentin. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup cette chanson. Ah. Avec ce côté un peu country, ça fait comme ça, on se croirait sur une route sablonneuse avec Mans. Pourquoi pas ? Voilà, donc en fait, oui, je vais 12 points à Thomas, bien sûr, pour Heroes, avec grand plaisir. Et Quentin, je t'attribue 5 points. Oh, il aime pas Eleni Parce Foureira. que je déteste cette chanson, que c'est vraiment une conne, et qu'en plus elle chante mal. Elle chante mal, et que ça je suis c'est pas vrai. content quand les gens chantent mal, C'est et vrai que ça chante pas bien. ça me plaît pas du tout. Donc voilà pourquoi je t'ai attribué Ok, non mais je 5 points. comprends. Alors, il y a un peu de suspense. Personne n'a encore gagné entre nous trois, puisqu'il reste Stéphane qui Moi, je va triche. attribuer ses Je vous votes. préviens, je suis un tricheur. Ah, Il va changer les points en cours de route. Bon, alors déjà, il n'y a pas photo, je donne mes 12 points aux voix d'Arrête. Oui. Les Ah, Divas. c'est un Les triplé. Divas, elles auraient dû y aller, hein. Elles auraient dû y Oui, aller. on est tous carrément. d'accord. Carrément. Bon, après là je vais vraiment tricher parce qu'en fait Fuego ça a quand même été chanté par Mans en 2019 Oui. au Switch Song. Donc je suis désolé, même si j'aime pas la chanson Fuego, je vais quand même donner 6 points d'un côté et puis 6 points de l'autre en fait. Parce que la meilleure version Bien c'est quand joué. même celle-là, 2019, le Switch Song de Mans Zemerlo.
voilà, tout le monde est content. Tout le monde est content, c'est moi qui ai gagné. Le choix était difficile quand même cette fois parce qu'on avait tous les trois choisi des bonnes chansons. Quentin, je suis désolé, tu finis 3e. Cette fois, je prends la 2e place sur le podium et j'en suis assez fier. Il n'y a que de la progression depuis quelques temps. Donc c'est plutôt chouette. Mais écoutez, merci à tous. On va se quitter donc avec The Divas. La voix d'Aretha. La voix d'Aretha. Mais en attendant, on vous invite à nous retrouver évidemment sur tous les réseaux. Ça y est, on est de retour en 2022. 12 points revient toutes les 3 semaines. On a un site internet 12points.podcast si vous voulez nous suivre, si vous voulez nous supporter. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre des notes comme d'habitude. On vous rappelle la même rengaine, mais ça, on y tient énormément. Merci à tous de nous avoir suivis, vous qui nous découvrez aussi aujourd'hui, vous qui nous avez vus lors de l'Eurovision Junior. Merci à tous. Merci Stéphane d'avoir participé à cette émission. Juste, on vous rappelle qu'on avait participé à un séminaire sur les langues et le rôle des langues européennes, notamment à l'Eurovision, avec toi Stéphane à la faculté de Créteil. On mettra à disposition sur notre site internet tous les éléments qui nous ont permis de débattre avec les étudiants sur ce sujet. En attendant, écoutez, merci. Je suis trop content moi de vous avoir trouvé aujourd'hui pour cet enregistrement. Et puis on se retrouve très vite, je l'espère, sans masque pour le prochain enregistrement de notre podcast 12 points. À très vite. À très bientôt. Merci Stéphane, merci à vous Thomas, encore. merci Quentin. Bravo. Ciao, à bientôt tout le monde. La voix d'Aretha, The Divas, now. Je ne vais pas marcher au pas, je ne ferai jamais ça. D'autres se sont battus pour que je sois fier. J'ai écouté toutes ces voix qui me crient, n'attends pas qu'on te souffle un jour quoi dire ou encore quoi faire. Il y a des échos dans les mots que l'on murmure, que l'on murmure. Oh oh, give me a little respect. Oh oh, je sais où je vais. Oh oh, give me a little respect. J'entends la voix d'Aretha. Oh oh, give me a little respect. Je sais où je vais. Oh oh, give me a little respect. J'entends la voix d'Aretha. Je ne vais pas croiser les bras. Je ne ferai jamais ça. Dans mon sang, il y a la force et l'inspiration. J'ai entendu la diva, j'ai entendu toutes ces voix. Je sais où aller chercher un peu d'ambition. Il y a des échos dans les mots que l'on murmure. Yeah. Oh oh, give me a little respect. Oh oh, je sais où je vais. Oh oh, give me a little respect. J'entends la voix d'Aretha. Oh oh, give me a little respect. Oh oh, je sais où je vais. Oh oh, give me a little respect. J'entends la voix d'Aretha. J'entends la voix d'Aretha. J'entends la voix d'Aretha. J'entends la voix d'Aretha.